Dans un monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est aussi intriguant, rien n'est aussi fascinant et angoissant que le sentiment du mystère qui nous envahit lorsque nous faisons face à l'inconnu. En 1996, une famille se retrouve au cœur d'une incroyable histoire de meurtre. Mais que faire lorsque les victimes qui vous appellent à l'aide sont déjà mortes et que leur tortionnaire n'est qu'une ombre? En 1984, sur la foi des révélations d'un médium, des bénévoles découvrent le corps d'un enfant assassiné. Si vous aviez ce don, appelleriez-vous la police, sachant que seul le meurtrier peut connaître le lieu exact où repose sa victime? Un manuscrit vénitien du XIVe siècle relate une mission secrète en terre d'Amérique 100 ans avant sa découverte. Des Templiers traqués pour hérésie par le roi de France sont-ils venus au Canada pour y enterrer le Saint Graal? Le 16 novembre 1999, une adolescente de 16 ans, Julie Surprenant, descend d'un autobus à quelques pas de chez elle. Elle n'arrivera jamais à destination. Depuis, on s'interroge. Où est passée Julie? Ici, Michel Dumont. Ne manquez pas ces dossiers mystères. Se retrouver au cœur d'une querelle est toujours déplaisant. D'autant plus lorsque cette dispute ne nous concerne pas. L'idéal, bien sûr, c'est de calmer les deux parties sans prendre part au débat. Mais que faire lorsque les belligérants sont déjà tous décédés? Au début des années 1900, sur les rives du lac Ontario, un riche homme d'affaires local entreprend de faire aménager une confortable résidence d'été. Vers 1920, l'endroit est vendu à un riche immigrant qui fait agrandir le bâtiment principal pour y accueillir ses nombreux domestiques. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les bâtiments sont de nouveau réaménagés et convertis en appartements. En 1995, l'un d'eux sera le théâtre d'un drame, point de départ d'une incroyable histoire de fantômes. Cette année-là, une adolescente de 15 ans, abusée par les amants de sa mère alcoolique, ingurgite une dose massive de médicaments. Elle ne souhaite pas vraiment mettre fin à ses jours, mais désire attirer l'attention de son entourage sur sa pauvre condition. Mais hélas, ce soir-là, sa mère est trop ivre pour réaliser le geste de détresse de sa fille. La jeune femme meurt, prisonnière de sa triste condition. L'année suivante, l'appartement est reloué à une famille de Toronto. Al, Kelly et leur petite fille de 6 ans, Hayley. Le couple, jusque-là sans histoire, ne tarde pas à faire connaissance avec leur colocataire invisible. Peu de temps après avoir emménagé, j'avais le sentiment d'être suivie dans la maison. J'entendais toujours des pas derrière moi. Dans l'escalier, dans la cuisine, au deuxième, où que je sois, j'entendais des pas. Incapable de trouver une explication rationnelle à ces manifestations, Al décide d'en parler à un ami de la famille, Richard Palmisano, lequel s'intéresse depuis de nombreuses années aux phénomènes étranges et inexpliqués. L'une des premières démarches de l'enquêteur est de placer dans la maison des magnétophones en marche, dans l'espoir d'enregistrer les échos de l'au-delà, appelés aussi EVP. Comment ça fonctionne, les EVP? EVP, c'est l'abréviation de phénomène de voix électronique. Quand une entité quelconque tente d'entrer en communication avec notre monde, il est possible de l'enregistrer à de très basses fréquences
et il est possible d'amplifier ces fréquences de manière à les entendre. Nos premiers enregistrements indiquent clairement la présence d'une entité, une fille dans cette maison. À ces enregistrements et à ces éternelles portes et fenêtres qui s'ouvrent et se referment d'elles-mêmes, s'ajoutent bientôt d'autres manifestations, apportant quelques indices sur l'identité de cette présence invisible. Durant l'enquête, Al a suggéré d'étendre du talc dans la maison. Dans la chambre, nous avons étendu un pied de poudre d'un mur à l'autre et nous avons quitté la maison. À notre retour, nous avons découvert une seule empreinte au centre de la pièce, l'empreinte d'une botte Doc Martin. Plus tard, nous avons appris que la jeune fille décédée 1 an auparavant dans cette maison ne portait que des Doc Martin. Au départ, l'enquêteur Richard Palmisano avait conclu que cette présence était celle de l'adolescente décédée 1 an plus tôt. Mais voilà qu'à ces murmures et à ces empreintes s'ajoutent d'autres apparitions, dont celle beaucoup plus terrifiante d'une entité noire troublante. Je dirais que la première fois où j'ai vu la présence noire, je passais la balayeuse au 2e. Puis soudain, la balayeuse s'est arrêtée. Et là, j'ai vu une entité sombre descendre l'escalier jusqu'au premier. Je ne voyais pas ses bras ni ses jambes, mais je voyais nettement sa tête et ses épaules. Et j'entendais ses pas dans l'escalier. De temps en temps, j'entendais des chuchotements ici et là. Mais c'est dans la douche que ces manifestations étaient les plus réelles. J'ai l'impression que chaque fois que je me sentais vulnérable, cette présence se manifestait. À plusieurs reprises, l'eau chaude devenait froide sans que je touche au robinet. Le rideau de douche bougeait sans raison. Une fois, la présence la traversa et me frappa violemment. La salle de bain m'intimidait vraiment. J'ai été tiré de mon sommeil. J'ai ouvert les yeux, il faisait clair. J'ai cru voir Kelly près de la commode. Mais ce n'était pas Kelly. Une femme vêtue d'une serviette de bain cherchait quelque chose dans les tiroirs. Intrigué par ces apparitions multiples, qui de toute évidence ne se limitent pas qu'à la seule adolescente décédée en 1995, Richard Palmisano décide d'enquêter sur le passé de la maison. L'enquêteur ne tarde pas à découvrir des événements troublants, des événements qui nous ramènent aux jours sombres de la Deuxième Guerre mondiale. Au début des années 1940, le propriétaire des lieux est arrêté comme sympathisant au régime fasciste du dictateur italien Benito Mussolini. Sa famille préfère alors déménager dans une maison plus modeste près de Toronto. C'est à ce moment-là que l'univers du manoir bascule. L'endroit est confié temporairement à un majordome cruel et manipulateur, un certain Edward. Sa discipline prend vite des allures de dictature. Les domestiques, presque essentiellement des femmes, sont régulièrement humiliés et agressés. Une atmosphère suffocante s'imprègne peu à peu dans toutes les pièces de la maison. À cette époque, Edward fait la connaissance d'un soi-disant docteur, pourchassé aux États-Unis pour des avortements illégaux. Ensemble, ils mettent sur pied une clinique clandestine à même la luxueuse propriété. Lentement, pour Richard Palmisano, la vérité se fait jour. Cette ombre, cette entité oppressante, ne peut être qu'Edward, le majordome.
Les manifestations se déroulent en effet comme si, transcendant la mort, cette entité cherchait à empêcher la révélation d'un terrible secret. C'en était trop. Kelly voulait quitter la maison, mais Richard et moi voulions continuer l'enquête, aller au fond des choses, comprendre. Apparition, agression, intimidation. Pour Hal et Richard, il apparaît de plus en plus évident que ces lieux ont dû être le théâtre d'un drame atroce. Mais quoi? L'enquêteur va bientôt mettre à jour une épouvantable tragédie qui remonte aux heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale. En 1943, malgré le couvre-feu, une ancienne domestique se présente seule au manoir à une heure tardive. Elle a apporté avec elle toutes les économies de sa courte vie. Ce soir-là, dans l'une des chambres éloignées du manoir, elle se fait avorter. Mais l'affaire tourne au drame. La jeune femme de 19 ans saigne abondamment, puis cesse de respirer. Pris de panique, le docteur demande à Edward de l'aider à transporter le corps au sous-sol où ils pourront l'ensevelir. Et l'infortunée est encore vivante. Toujours enveloppée dans son linceul maculé de sang, la jeune femme bouge encore et gémit. Edward s'approche, une grosse pierre à la main. Ses derniers cris d'agonie mettront 65 ans avant d'être entendus. Sur les recommandations d'un médium, Richard Palmisano oriente maintenant ses recherches au sous-sol. C'est là, croit-il, que se cache la clé du mystère. Une hypothèse que viennent confirmer d'étranges murmures enregistrés dans la cave. Nous avons fait des enregistrements au sous-sol. Nous sommes allés à l'extérieur prendre une bouffée d'air. Ça a dû se produire à ce moment-là. Quand nous avons écouté les enregistrements, il y avait deux séquences distinctes sur la bande. Sur la première, on entendait une femme pleurer et crier « Laissez-moi sortir ». Sur la seconde, un homme chuchotait « Viens-tu t'amuser » C'était très dérangeant. Ces bandes nous indiquaient clairement que quelque chose se passait au sous-sol. Hal et Richard entreprennent l'excavation du sous-sol. Mais à peine les premiers centimètres de béton traversés, le propriétaire arrête les travaux. Contraint d'abandonner, Richard Palmisano doit s'en remettre au seul médium pour comprendre le mystère. L'un d'eux lui apprendra l'histoire de la victime de la cave, une certaine Angela Carlucci. Angela Carlucci était une jeune servante de 19 ans. Quand elle est morte, on l'a simplement enterrée au sous-sol pour éliminer toute trace du crime. C'était la guerre, elle était italienne, et on déclara qu'elle était retournée en Italie. Le vrai crime parfait. Après la guerre, la famille a de nouveau habité la maison, puis a déménagé. Edward est mort éventuellement, et il est revenu hanter la maison pour y protéger son secret. Les recherches menées par Richard Palmisano ont depuis fait l'objet d'une publication détaillée, Overshadows. Mais sur le terrain, cette enquête reste inachevée. Elle n'a fait hélas qu'ouvrir une porte sur un univers trouble et surnaturel. Une porte condamnée par une dalle de béton de 10 cm. Depuis l'enquête de Richard Palmisano, Hal et sa famille ont déménagé. Quant aux fantômes de l'ancien manoir, qui sait s'ils sauront un jour s'affranchir de ces injustices dont ils continuent d'être les victimes, au-delà même de leur propre mort. Chaque année au Canada, plus de 60 000 enfants et adolescents disparaissent. Généralement, il s'agit de fugues ou d'un enlèvement par l'un des parents, et heureusement, dans la plupart des cas, les enfants sont retrouvés sains et saufs. Il y a, hélas, des cas dont le dénouement est dramatique et parfois
inattendu. Le 1er novembre 1984, le petit Maurice Vien, un enfant de 4 ans, est enlevé près de la résidence de ses parents à Montréal. Informés, les autorités mettent aussitôt en branle une importante opération de recherche. Avec les disparitions successives de Wilton Lubin et de Sébastien Métivier, des garçons âgés respectivement de 12 et 8 ans, le jeune Maurice Vien est apparemment le 3e enfant à être kidnappé le même jour dans la métropole. Même si rien ne permet encore de croire que ces 3 disparitions soient l'œuvre d'un seul et même ravisseur, les autorités ne négligent aucune piste. On ratisse tous les terrains vagues et les boisés des alentours. On visite tous les édifices abandonnés du quartier. Des affiches sont placardées d'un bout à l'autre de la ville, sans succès. Puis, 3 jours plus tard, un blouson appartenant à l'enfant est découvert à Saint-Roch-sur-le-Richelieu, en Montérégie. On élargit la zone de recherche et la Sûreté du Québec se joint à la police municipale de Montréal dans cette angoissante opération. Le lendemain, un policier en congé, l'agent Stephen Lynch, et un hypnothérapeute de Beauport, Yvan Gagnon, entreprennent de mettre sous hypnose un homme d'affaires de la Rive-Nord de Montréal. Peux-tu voir l'enfant? Oui. Oui, il s'amuse. Est-il seul? Non. Il y a un homme avec lui. Il lui demande si... L'homme, que nous appellerons Monsieur X, est un sensitif, un homme doué d'une extraordinaire perception extrasensorielle. L'enfant dit qu'il veut rentrer chez lui. Il roule, il fait très noir. Sont-ils toujours à Montréal? Il faut dire que l'enthousiasme de l'hypnothérapeute est compréhensible. 1 an plus tôt, lors d'un exercice similaire, M. X avait été en mesure de fournir des informations pertinentes sur l'assassinat d'une fillette de 6 ans. Fort de cette première expérience avec M. X, Yvan Gagnon espère renouveler l'exploit. Pour les besoins de l'exercice, l'hypnothérapeute se concentre sur le sort du petit Maurice Vien. Non. Non, non. Ils ne sont plus sur l'autoroute. C'est une petite route de campagne très étroite. Ils traversent une voie ferrée. Il y a comme un chalet. Une cabane abandonnée, délabrée. Cette cabane, où est-elle? Je ne sais pas. Il lui dit qu'ils sont arrivés. Ils descendent. Il le force à le suivre. C'est noir. Terriblement noir. Oh, le salaud. Il le frappe. Il le déshabille, le salaud. C'est épouvantable. Mon Dieu. Il y a une cordelette, le salaud. Si on vous montre une carte, pourriez-vous nous indiquer à quel endroit se trouve cette cabane? Je crois que oui. Moi, je voyais des choses à Saint-Antoine-du-Richelieu. Des choses très, très, très brutales. Je voyais le corps de l'enfant. Je voyais la maison aussi. C'était épouvantable. C'était épouvantable à voir. Fait que je leur ai dit, faites une chose, parce que moi, je ne vais pas sur les lieux du crime jamais. Fait que j'ai dit, partez, rendez-vous là. Et puis, on m'a appelé durant l'après-midi pour me dire, là, nous sommes rendus à telle place. Hey, regarde, on est là. Vers le milieu de l'après-midi, en ce 6 novembre, la voiture des enquêteurs en herbe s'engage sur le rang Monseigneur-Gravel à Saint-Antoine-sur-Richelieu. L'endroit semble prometteur. Bientôt entre les arbres, le trio aperçoit une habitation délabrée.
comme celle décrite par M. X. L'endroit est désert. Les vitres ont été placardées. Yvan Gagnon pénètre à l'intérieur, pendant que ses compagnons l'attendent dans le véhicule. L'intérieur est jonché de bouts de planches et de détritus. Puis, par une ouverture dans le plancher, Yvan Gagnon aperçoit le corps du petit Maurice Vien. L'enfant est bien là. Il gît face contre terre. Son corps présente des marques de violence. « 20 minutes plus tard, informés, les policiers de la Sûreté du Québec bouclent tout le secteur. Loin d'être félicité pour ses efforts, le trio est conduit au quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal, où il est sommé de s'expliquer sur les circonstances de leur triste découverte. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais que c'est un peu difficile à gros, mais on est bien ici vraiment sur... The provincial policeman from the Quebec City area found the body with the help of a hypnotist and a man claiming to be clairvoyant. En soirée, informé par les médias de la découverte du corps du jeune Vien, M. X contacte de lui-même les autorités pour expliquer son rôle dans cette curieuse affaire. Et l'intention de la Sûreté du Québec était à savoir que j'allais craquer. Ils voyaient réellement que j'étais le suspect principal dans ce meurtre, parce que les détails que j'avais donnés étaient tellement précis que j'étais leur homme. Malgré leur scepticisme, les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. Ni M. X, ni Yvan Gagnon n'ont quoi que ce soit à voir avec l'enlèvement et l'assassinat du petit Maurice Vien. Sans l'intervention de M. X, il y a fort à parier que les policiers auraient mis de longues semaines avant de retrouver le corps du bambin. L'enfant n'aurait peut-être même jamais été retrouvé. L'affaire Maurice Vien aura un impact considérable sur tous les acteurs de cette étrange enquête. Yvan Gagnon abandonnera éventuellement l'hypnothérapie et refusera de commenter plus avant l'affaire Maurice Vien. Quant à M. X, il restera longtemps amer vis-à-vis de l'attitude des autorités policières. Lors des enquêtes policières, dans les cas de disparition, il n'est pas rare qu'un médium vienne offrir ses services pour résoudre l'affaire. Malheureusement, les informations qu'ils fournissent aux policiers s'avèrent trop vagues pour être d'une quelconque utilité réelle. L'affaire Maurice Vien demeure exceptionnelle et se démarque par la précision de la voyance de M. X. C'est un cas pratiquement unique dans les annales des enquêtes policières. Rumeurs de trésors cachés, grande quête mystique, de quoi faire rêver les amateurs de mystère et d'histoire. La combinaison de ces deux éléments pourrait bien obliger les historiens à réécrire une bonne partie de l'histoire du Canada. Dans la deuxième moitié du Moyen Âge, alors que la guerre opposant les forces chrétiennes à l'envahisseur musulman, les croisades, préoccupe toutes les têtes couronnées d'Occident, une milice se distingue parmi les troupes. L'Ordre des Chevaliers du Temple. Créé en 1118 pour assurer la protection des pèlerins qui se rendent en Terre Sainte, l'Ordre se révèle également une entreprise financière des plus rentables. William Mann, auteur de The Knights Templar in the New World, connaît bien l'histoire des Chevaliers du Temple. La manière dont les Templiers ont fait leur fortune pendant les premières croisades est fabuleuse. On raconte qu'au début, 9 pauvres moines chevaliers eurent pour mission de protéger les pèlerins en route pour Jérusalem.
Malgré leur pauvreté, ils étaient investis de formidables pouvoirs conférés par l'Église. Et l'Église leur permit d'habiter le temple de Salomon. D'où leur nom, les pauvres chevaliers du temple de Salomon. C'est sous le temple, dans les écuries souterraines, que les choses changèrent. La rumeur a voulu qu'en creusant sous les galeries, ils aient peut-être découvert le trésor de Salomon, c'est-à-dire les richesses incroyables du saccage de Jérusalem par les Romains. En France, la renommée des chevaliers du Temple a attiré plusieurs nobles qui, en joignant l'ordre, devaient leur faire don de toute leur fortune. En quelques siècles, les Templiers sont devenus immensément riches. En 1291, la Terre Sainte tombe aux mains des musulmans. C'est la fin des croisades. Les Templiers n'ont plus leur raison d'être. Pire, leur fortune fait l'envie du roi de France, Philippe le Bel. Philippe le Bel était une vipère. Il était le roi de France, mais il était ruiné. Il convoitait la fortune des Templiers. Pour l'acquérir, il trama le complot d'accuser les Templiers d'hérésie, d'avoir craché sur la croix, de pratiques homosexuelles, d'avoir renié le Christ. Ces accusations ont conduit l'Église et le peuple à se tourner contre les Templiers. En mars 1314, Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre, est brûlé en place publique à Paris pour crime d'hérésie. Mais de ces richesses anticipées par Philippe le Bel, on ne trouve aucune trace. L'État met bien sûr la main sur les vastes domaines de l'ordre, mais tous les trésors fabuleux, tous les objets sacrés des Templiers ont disparu. En catimini, les derniers membres de l'ordre auraient-ils emporté sous d'autres cieux les rêves cupides du roi de France? Par chance, les Templiers ont appris les intentions du roi. Le vendredi 13 octobre 1314, un groupe de Templiers a pris la fuite en pleine nuit avec 18 chariots, en emportant avec eux, à ce que l'on dit, le secret des trésors des Templiers. C'est ce mystère qui nous intrigue encore. C'est ici que l'histoire glisse dans la légende. En 1558, paraît à Venise un étrange recueil composé de lettres et de cartes. À en croire son auteur, un certain Niccolò Zeno, deuxième du nom, ces documents sont des reproductions fidèles de documents écrits par deux de ses ancêtres décédés il y a plus de 150 ans, les frères Antonio et Niccolò Zeno. Pour Paul Falardeau, auteur de Société secrète en Nouvelle-France, les cartes des frères Zeno sont la genèse d'une formidable aventure. En fait, les cartes des frères Zeno se trouvaient dans la famille depuis au moins un siècle et demi. Et ces cartes, ce qu'elles ont de particulier, c'est qu'elles représentent à une époque, je veux dire, à peu près tout l'hémisphère nord, à partir de l'Angleterre, aller jusqu'à la Nouvelle-Écosse, en Amérique. On y voit très bien l'Islande, les côtes du Groenland, les côtes du Labrador et ce que l'on appelle, ce qu'on appelait à l'époque l'Estotiland. Quant aux lettres, elles décrivent l'incroyable expédition des frères Zeno. Des navigateurs vénitiens qui, en 1397, presque un siècle avant Colomb, auraient accompagné en cette terre d'Estotiland un noble Écossais, le prince Henry Sinclair. Parti des îles Orcades en Écosse, l'expédition Sinclair aura gagné les côtes du Labrador,
contourner Terre-Neuve avant d'accoster en Nouvelle-Écosse. Mieux encore, Henry Sinclair aurait été accompagné des héritiers de l'Ordre des Chevaliers du Temple. Le prince Henry Sinclair a relevé le défi de quitter les îles Orkney en Écosse pour conduire une flotte de 13 navires vénitiens ayant pour cargaison le trésor des Templiers et de les conduire jusqu'aux côtes de la Nouvelle-Écosse. À bord des vaisseaux, il y avait 500 chevaliers du Temple, leurs femmes et leurs enfants, mais aussi des colons et des moines, ce qui était indispensable pour qui désiraient établir une colonie permanente. Ces communautés de moines étaient les plus avancées à l'époque quant à leur savoir des techniques agricoles. « 85 ans après la mort de Jacques de Molay, les derniers membres de l'Ordre du Temple ont-ils réellement débarqué en Nouvelle-Écosse? Que cherchaient-ils? Et qui était ce mystérieux Henry Sinclair? Rory Sinclair appartient à la branche canadienne de la famille Sinclair. Nous sommes fiers de compter dans notre famille un ancêtre si important en regard de l'histoire. Henry Sinclair était non seulement un politicien habile, mais également un aventurier intrépide, dont la bravoure l'a conduit à toucher les côtes de l'Amérique, mais non pas dans un but de conquérant. Il aurait déclaré, en terre d'Amérique, « Montrez-moi ce que vous savez, je vous montrerai ce que nous savons. Apprenons-nous mutuellement, comme des frères. » Outre l'exploration, l'aventure comportait aussi une mission mystique. Plusieurs auteurs croient en effet que les voyageurs transportaient avec eux une relique inestimable. Pouvait-il s'agir du Saint Graal, de l'Arche d'Alliance, des trésors de Constantinople ou d'un secret encore plus menaçant contre la puissance de l'Église de Rome? Quand les gens me demandent quel était le trésor d'Henry Sinclair, quel était le trésor des Templiers, je réponds à ceux qui croient à l'existence d'un trésor matériel que le Graal est un trésor à plusieurs dimensions. Ça peut être la coupe du Saint Graal dans laquelle le Christ a bu. Ça peut être les restes des richesses pillées à Jérusalem par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Ou encore, il peut s'agir des trésors pillés pendant les croisades. Mais par contre, ça peut aussi être la preuve du mariage de Jésus-Christ à Marie-Madeleine et de la trace généalogique de leur descendance. Cette extraordinaire relique, quelle qu'elle soit, les Templiers sont déterminés à la soustraire aux infidèles. Ils souhaitent l'enterrer là où personne ne pourra jamais la trouver, sauf quelques initiés. Leur choix se serait alors porté sur une petite île de la baie de Mahon, en Nouvelle-Écosse, l'île aux Chênes. Mettant à profit leur extraordinaire connaissance d'ingénierie, les Templiers vont enfouir la précieuse relique tout au fond d'un incroyable puits artificiel. Ce puits passera dans l'histoire sous le nom de Money Pit, le puits de l'argent. Découvert à la fin du XVIIIe siècle par 3 jeunes aventuriers explorant l'île aux Chênes, le puits de l'argent d'un diamètre de 5 mètres est particulièrement profond. Si on décrit physiquement le Money Pit, on peut parler essentiellement d'un piège hydraulique. Imaginez un vase immergé sous l'eau et scellé par un bouchon de liège. Eh bien, le puits de l'île aux Chênes est fait selon ce principe. Une série de canalisations souterraines étanches mènent au puits à partir des baies autour de l'île aux Chênes. À tous les 10 pieds, des plateformes faites de troncs de chêne attachés entre eux par des fibres de coco scellent le puits en créant un vide qui retient l'eau. Quand le puits fut enfin excavé, un système incroyable d'irrigation souterraine, relié à la mer par des canalisations, l'inonda complètement. Depuis lors, toutes les tentatives pour assécher le puits afin d'y récupérer un trésor ont échoué. En plus de leur présence sur l'île aux Chênes, les explorateurs avaient également laissé plusieurs vestiges témoignant de leur présence au Nouveau Monde. Ce canon vénitien retiré des eaux du port de Louisbourg
prouve sans l'ombre d'un doute que le prince Henry Sinclair est venu ici accompagné des navigateurs vénitiens. C'est ce type de canon que Carlo Zeno utilisait. Il prouve le récit de Carlo Zeno. Ce canon change l'histoire de la découverte du Nouveau Monde. Un capitaine vénitien est venu ici avec un prince écossais, une centaine d'années avant Christophe Colomb. Une autre preuve a récemment été découverte à Westford, près de Boston. Il s'agit d'une effigie gravée dans le roc représentant Sir James Gunn, qui était le bras droit du prince Henry Sinclair. Outre l'aventure de l'île aux Chênes, la légende veut que le prince Henry Sinclair et ses compagnons aient fraternisé avec les Amérindiens Micmac, leur inspirant de nombreuses légendes. Un siècle avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, le prince Henry Sinclair et les survivants de l'Ordre du Temple ont-ils débarqué en Nouvelle-Écosse? L'île aux Chênes dans la baie de Mahone abrite-t-elle le légendaire trésor des Templiers? Le Saint Graal a-t-il été caché en terre canadienne? A priori, cette légendaire épopée semble invraisemblable. A priori. Par définition, une disparition est toujours un peu énigmatique. Face à l'incompréhensible, les proches s'interrogent. Où est l'être cher? Que s'est-il passé? Est-il toujours en vie? C'est exactement les questions que se pose depuis des années la famille d'une adolescente de Terrebonne, sur la rive nord de Montréal. Le mardi 16 novembre 1999, vers 20h30, Julie Surprenant, une adolescente de 16 ans, quitte le centre jeunesse du boulevard Hauteville à Terrebonne. L'organisme communautaire est le point de rencontre de nombreux jeunes de la région. Accompagnée d'une amie, Julie grimpe dans un autobus à l'intersection du boulevard Hauteville et de la rue Côté-Boisé. Pendant le trajet, les deux adolescentes discutent de tout et de rien. Julie ne manifeste aucun signe d'inquiétude. Au contraire, elle est de bonne humeur et tout à fait détendue. À 20h50, la jeune femme, seule, débarque à l'arrêt des Galeries de Terrebonne, sur le boulevard Maudit. Là, comme à l'accoutumée, elle effectue son transfert et monte dans l'autobus 25A vers Montréal. C'est le trajet qu'elle emprunte habituellement pour se rendre chez elle, rue de Castille. L'adolescente descend ensuite à son arrêt, en bordure de l'autoroute 25. L'endroit est situé à quelques centaines de mètres à peine de chez elle. Pourtant, Julie n'y arrivera jamais. Le soir de la disparition de Julie Surprenant, ce que l'on sait, c'est qu'elle aurait pris un autobus sur l'autoroute 25 qui l'a déposée dans la ville de Terrebonne. Vers 21h, elle serait débarquée de l'autobus et c'est la dernière fois que quelqu'un l'a vue vivante. Constatant l'absence de sa fille, Michel Surprenant ne tarde pas à comprendre que quelque chose de grave s'est produit. Informés, les enquêteurs de la police de Terrebonne entreprennent les vérifications d'usage. Rapidement, ils écartent la possibilité d'une fugue. La police locale demande alors l'aide de la Sûreté du Québec dans ce qui apparaît de plus en plus comme un acte criminel. Julie, c'était un enfant qui était de bonne humeur, qui était enjoué, qui était aimé de ses amis, etc., etc. Si elle aurait fugué, elle aurait donné des nouvelles à quelqu'un. Que ce soit à moi, que ce soit à sa mère, que ce soit à ses amis, elle aurait donné des nouvelles à quelqu'un à un moment donné, si ça aurait été une fugue. C'était un cas vraiment triste que celui de cette jeune fille appréciée de tous ses amis. Ce n'était pas une fugue, même si son père était un peu strict. Ce n'était pas une fugue suite à une rébellion face à un père un peu sévère. C'est ce qui est étrange. Comment une jeune fille, sans problème, sans mauvaise influence dans son entourage pour la pousser à fuguer, a pu disparaître ainsi, soudainement.
L'affaire Julie Surprenant devient le sujet de l'heure. La disparition de cette adolescente sans histoire est bientôt sur toutes les lèvres. Les photographies se multiplient dans les médias et des battues d'une ampleur sans précédent au Québec sont organisées. Hélas, sans succès. La dernière fois que Julie Surprenant a été vue vivante, c'est en descendant de l'autobus. Tous les gens de l'autobus ont été demandés à nous contacter afin de savoir qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qu'ils ont vu, tout ce qui entourait la façon que Julie est débarquée de l'autobus et vers où elle se dirigeait. La Sûreté du Québec lance bientôt un appel au public. 2 hommes auraient été vus près de l'abribus au moment de la disparition de Julie. 8 personnes sur 13 qui étaient dans l'autobus ont contacté la Sûreté du Québec et avec leur témoignage ainsi que le chauffeur d'autobus, à ce moment-là, on était en mesure d'établir qu'il y avait possiblement 2 personnes. Une personne qui était à l'arrêt d'autobus même et une autre personne qui était un petit peu plus loin. À ce moment-là, on avait des éléments qui nous permettent de croire que ces 2 personnes-là étaient des témoins qui auraient pu voir qu'est-ce qui s'était produit ou les déplacements de Julie. Donc, ces 2 personnes-là étaient recherchées en tant que témoins. Les témoignages arrivent de tout azimut. Un automobiliste, par exemple, rapporte avoir vu Julie plusieurs heures après sa disparition. À en croire son témoignage, le lendemain du drame, il aurait croisé à 2 reprises une camionnette blanche aux manœuvres louches. Une première fois sur le pont de Terrebonne et quelques minutes plus tard sur un terrain vague. C'est à ce moment-là que le témoin aurait aperçu les passagers du véhicule, 2 hommes et une adolescente. Cette jeune femme est-elle Julie Surprenant? Dans ce genre d'affaires, la frontière est parfois ténue entre ce que les gens ont vu et ce qu'ils croient avoir vu. Dans le cas de Julie Surprenant, c'était un impact médiatique incroyable. Je pense pas qu'il y a personne au Québec qui ne sache pas qui est Julie Surprenant. La Sûreté du Québec, on a reçu de plus de 1500 appels du public pour toutes sortes d'informations. L'information sur des suspects potentiels, information sur des déplacements possibles. Toutes ces informations-là ont été vérifiées, écartées pour certaines, d'autres ont été validées. Donc, tout ceci mis ensemble avec la contribution du public, avec les enquêteurs de la Sûreté du Québec, avec tous les moyens technologiques et physiques que l'on a, hélicoptères, maîtres de chiens, les recherches en forêt que l'on a fait dans les boisés aux alentours. Malheureusement, on n'est pas en mesure aujourd'hui de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé avec Julie Surprenant. On sait qu'elle a débarqué de l'autobus et elle est disparue depuis ce temps-là. Aujourd'hui, malgré les années écoulées, les autorités n'ont pas baissé les bras. On a à cœur cette enquête-là. Les enquêteurs ont encore sa photo sur leur bureau, puis à tous les jours, ils la voient sur leur bureau. On veut solutionner cette enquête-là. Au moment où on se parle, on n'a pas d'éléments qui peuvent nous aider à solutionner ou à élucider cette disparition. Pour Michel Surprenant, la disparition de sa fille reste une énigme. Même si les années l'ont préparé au pire, il garde toujours espoir de découvrir ce qu'il est advenu de Julie. J'ai été longtemps à ne pas vouloir faire de deuil. Parce que je m'en voulais. J'ai dit, d'un coup qu'elle revient, je vais avoir la fin, tu sais. Mais quelqu'un me dit, non, fais-le ton deuil. Si elle revient, inquiète-toi pas, ça se répare facilement. Mais il faut que tu le fasses ton deuil, sinon c'est pas vivable. On guérit pas de ça, on apprend à vivre avec. Mais il faut aller chercher un équilibre pareil, là. On n'a pas le choix. J'ai une autre fille, il faut que je m'en occupe pareil, puis il faut qu'elle aussi elle continue à vivre, il faut qu'elle continue à faire son chemin. Il faut qu'elle garde son équilibre elle aussi. La disparition de Julie Surprenant a été au Québec l'un des faits divers les plus médiatisés de ces dernières années. Les autorités ont reçu plus de 1500 appels du public. Malheureusement, pas une seule de ces informations n'a, à ce jour, permis d'élucider cette mystérieuse affaire. Rencontres insolites, disparitions mystérieuses, faits étranges, légendes fabuleuses.
Quelqu'un pourrait peut-être nous révéler enfin la vérité cachée derrière ces mystères extraordinaires. Et peut-être que cette personne, c'est vous.